Bonjour à tous. Dans le précédent épisode, nous avons découvert comment notre région frontalière était devenue l'une des principales portes de sortie du Reich pour les réfugiés juifs. Nous avons rencontré des passeurs idéalistes, des résistants anonymes, mais aussi des trafiquants qui transformaient la détresse humaine en commerce. Aujourd'hui, nous allons changer de perspective. Nous n'allons plus suivre ceux qui tentaient de traverser la frontière, nous allons nous intéresser à ceux qui vivaient déjà ici. Car, contrairement à ce que l'on pourrait croire, des familles juives habitaient également dans les villages et villes de notre région. Leur nombre était certes modeste, mais leur destin allait être bouleversé par la guerre. Avant 1933, très peu de Juifs s'étaient installés dans les cantons de l'Est. La région était majoritairement catholique. L'antisémitisme traditionnel, hérité de siècles de préjugés religieux, y restait bien présent. Pour beaucoup de familles juives allemandes, Eupen ou la Calamine ne représentait donc pas une destination particulièrement attractive. La plupart préféraient Bruxelles, Anvers ou Liège. Malgré cela, quelques familles avaient choisi de s'établir chez nous. Certaines étaient commerçantes, d'autres exerçaient des professions libérales. D'autres encore cherchaient simplement à reconstruire leur vie loin de l'Allemagne nazie. À Eupen, une petite communauté juive existait discrètement. Elle ne possédait pas de grandes synagogues comme à Liège ou à Anvers. Les offices religieux étaient parfois célébrés dans des maisons privées. Pour les grandes fêtes, de nombreuses familles se rendaient à Liège. La communauté était modeste, mais elle était bien réelle. Parmi ces familles figurait la famille von Rosa. Elle exploitait un commerce à rue Gospert à Eupen. Contrairement à beaucoup d'autres, elle est parvenue à quitter la région avant que la situation ne devienne irréversible. Après la guerre, le magasin a rouvert ses portes. La fille de la famille a même épousé un Américain. C'est l'une de ces rares histoires qui se soit relativement bien terminée. Mais ces fins heureuses demeuraient malheureusement l'exception. Le 10 mai 1940 a marqué un tournant brutal. Lorsque les troupes allemandes ont envahi la Belgique, les cantons de l'Est ont été immédiatement annexés au Reich. Pour les habitants d'Eupen, de Malmedy ou de Saint-Vith, il ne s'agissait pas simplement d'une occupation militaire. La région était considérée comme allemande. Les lois nazies y étaient appliquées sans délai. Pour les Juifs qui avaient trouvé refuge dans les cantons de l'Est, la catastrophe a été totale. Ils se sont retrouvés à nouveau sous l'autorité directe du régime qu'ils avaient tenté de fuir. À Eupen, environ 40 Juifs vivaient encore dans la ville au moment de l'annexion. Leur avenir était désormais entre les mains de la Gestapo. À l'échelle de la Belgique, les mesures antisémites se sont multipliées progressivement. Les Juifs ont dû s'enregistrer, ils ont été exclus de nombreuses professions, leurs biens ont été recensés, le port de l'étoile jaune est devenu obligatoire. Puis sont venues les arrestations. À partir de l'été 1942, les grandes déportations ont commencé depuis la caserne d'Ossun à Malines. Au total, plus de 25 000 personnes ont été déportées depuis la Belgique vers Auschwitz-Birkenau. À peine un peu plus de 1000 d'entre eux ont survécu. Si ces chiffres sont connus, derrière eux se cachaient des histoires individuelles. Et plusieurs de ces histoires commençaient ici, dans notre région. Parlons d'abord de Robert Isidor Tsikiert. Il était né à Eupen. Comme tant d'autres enfants de son époque, il avait grandi sans imaginer le destin qui l'attendait. Lorsque les nazis ont étendu leur pouvoir sur la région, la famille est devenue une cible. Robert a finalement été arrêté
à Liège en 1942. Il a été déporté vers Auschwitz et il n'en est jamais revenu. Aujourd'hui encore, son nom rappelle que la Shoah a touché des enfants nés chez nous. Des enfants qui fréquentaient les mêmes rues, les mêmes écoles et parfois les mêmes commerces que leurs voisins non juifs. Une autre victime était Eva Deborah Zellmeyer. Née en 1930, elle a été arrêtée à Eupen. Elle n'est pas morte à Auschwitz. Son destin l'a conduite à Bergen-Belsen. C'est dans ce camp tristement célèbre qu'elle a trouvé la mort. Le même camp où Anne Frank est morte à la fin de la guerre. L'histoire de Martha Rosenbaum était différente. Elle était née à Eupen en 1891, sous le nom de Martha Mendelssohn. Au moment de son arrestation, elle vivait à Cologne. Comme des milliers de juifs allemands, elle a été déportée à l'Est. Son parcours s'est achevé dans le ghetto de Riga. Aujourd'hui encore, Riga demeure moins connue qu'Auschwitz. Pourtant, des dizaines de milliers de juifs y ont été assassinés ou affamés dans des conditions effroyables. À Astenet, d'autres familles ont également subi la persécution. Nous trouvons par exemple la famille Moses. Les archives mentionnent 2 très jeunes enfants, un garçon et une fille, dont les noms exacts ont disparu. Nous savons seulement qu'ils vivaient à Astenet avec leurs parents. En 1942, ils ont été déportés vers un camp dont le nom reste incertain. Comme tant d'autres enfants de la Shoah, ils ont disparu sans laisser de traces. Même leur prénom s'est perdu dans l'histoire. Une autre victime était Rosa Fröhlich, née Meyer dans le Westerwald. Après 1938, elle s'est installée à Astenet. Elle espérait sans doute trouver davantage de sécurité en Belgique, mais la guerre l'a rattrapée. Elle a été déportée à son tour. Comme beaucoup de victimes, les archives nous renseignent davantage sur son arrestation que sur sa vie. Et c'est peut-être là l'une des tragédies les plus profondes de la Shoah. Les bourreaux ont souvent laissé plus de documents que les victimes elles-mêmes. Nous connaissons parfois mieux le trajet d'un convoi que les rêves ou les espoirs de ceux qui s'y trouvaient. Mais l'histoire la plus émouvante de notre région est peut-être celle de la famille Joseph de Astenet. Elle nous est parvenue grâce à un objet exceptionnel conservé aujourd'hui au Yad Vashem. Un simple morceau de tissu, un fanion de Torah. Pour comprendre son importance, il faut faire un petit détour par la tradition juive allemande. Lorsque garçon naissait, le tissu utilisé lors de sa circoncision pouvait être conservé. Plus tard, il était découpé, cousu et brodé. On y inscrivait généralement le nom de l'enfant et une bénédiction. Ce tissu devenait ensuite un lien destiné à entourer un rouleau de la Torah. C'était un objet profondément personnel, une sorte de témoignage matériel reliant l'enfant à sa communauté. Le fanion, conservé au Yad Vashem, porte une inscription bouleversante. On peut y lire le nom de Moshe, fils de Yona. On y trouve également la date de naissance de l'enfant et surtout une bénédiction traditionnelle. Je cite:
Qu'ils grandissent pour la Torah, pour le mariage et pour les bonnes actions, que le Seigneur le bénisse et qu'il lui apporte la paix. L'enfant en question s'appelait Walter Marcel Joseph. Il est né à Astenet en mars 1938. Ses parents, Julius Joseph et Hertha Joseph, avaient quitté l'Allemagne pour chercher refuge en Belgique. Ils espéraient offrir un avenir plus sûr à leur fils. Ils ignoraient alors que la guerre approchait. Lorsque les nazis ont envahi la Belgique, leur espoir s'est effondré. Quelques années plus tard, Walter Marcel a été arrêté avec ses parents. Il n'était encore qu'un petit garçon. Tous les trois ont été déportés à Auschwitz. Tous les trois y ont été assassinés. La bénédiction brodée sous le fanion ne s'est jamais réalisée. Et c'est précisément pour cette raison que cet objet possède aujourd'hui une telle valeur symbolique. Il ne représente pas seulement un enfant, il représente toutes les promesses brisées par la Shoah. La famille Joseph ne se limitait pas à Walter Marcel. D'autres membres de la famille apparaissaient dans les archives. À Waldhorn notamment. On y trouvait Julius Joseph, qui lui aussi a été assassiné à Auschwitz en juillet 1942. Son nom appartient aujourd'hui à la longue liste des victimes juives de notre région. À Waldhorn encore, une autre famille juive avait trouvé refuge, la famille Fröhling. Cette famille a été déportée vers Litzmannstadt, le ghetto de Lodz. À partir de là, ses membres ont ensuite été transférés vers le centre d'extermination de Sobibor. Pendant longtemps, les noms de Robert Sickert, Eva Zellmeyer, Martha Rosenbaum ou Walter Marcel Joseph sont restés presque inconnus. Ils n'apparaissaient que dans quelques archives, quelques listes, quelques dossiers administratifs. Pourtant, ces personnes avaient vécu ici, à Eupen, à Astenet, à Waldhorn, dans les mêmes rues que celles que nous empruntons encore aujourd'hui. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est important de raconter leur histoire. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir ceux qui ont réussi à survivre. Des hommes, des femmes et des enfants ont échappé à la mort grâce à des cachettes, des faux papiers, des actes de courage ou parfois un simple concours de circonstances. Nous rencontrerons notamment Horst Nathanael, survivant d'Auschwitz, devenu eupénois, ainsi que Helmut Klaasen, l'enfant caché, qui a survécu grâce à 40 anges gardiens. Je vous remercie.